La maladie de Stargardt, dite dystrophie maculaire de Stargardt, est une maladie à transmission autosomique récessive. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour être atteint d'une maladie de Stargardt, il faut avoir les deux allèles concernés. Nous avons tous deux allèles, un qui nous a été transmis par notre père, un par notre mère. Lorsqu'il y a un seul allèle concerné et que l'autre est sain, on n'exprime pas la maladie. Lorsque les deux allèles sont concernés, la maladie s'exprime. Autrement dit, les parents le plus souvent ne sont pas atteints et les enfants pourront être atteints alors qu'il n'y avait pas forcément d'histoire dans la maladie. Ça veut dire aussi que la consanguinité, la notion de mariage consanguin, va augmenter la probabilité de maladie de Stargardt. Dans la population générale, on estime qu'il y a un individu sur 80 qui a une particularité génétique sur le gène de la maladie de Stargardt, mais tout à fait sain, juste porteur de cette particularité génétique. S'il se marie avec quelqu'un qui n'a pas de particularité génétique, il n'y a aucun souci. Et si, par malchance, il se marie avec quelqu'un qui a aussi une particularité génétique, chaque enfant aura une probabilité sur 4 d'être atteint de maladie de Stargardt. Ça, c'est pour le mode de transmission de la maladie. Pour la génétique, l'histoire est passionnante. L'histoire a commencé en 1992 en France, à Paris, dans le laboratoire d'Arnold Munich. Jocelyne Kaplan, chercheuse, va localiser le gène de la maladie de Stargardt sur le chromosome 1. Après cette localisation, l'équipe de Jocelyne Kaplan et de Jean-Michel Rosé, et j'avais la chance de faire partie de cette équipe à l'époque, va contribuer à identifier le gène qui va être identifié quelques mois plus tard par le groupe de Randall-X-Metz à New York. Après cette identification du gène, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une multitude de mutations différentes sur ce gène qui est très grand, qui comporte 50 exons, un très grand gène, et un très grand nombre de mutations différentes sur ce gène. L'étape d'après a été de corréler ces mutations, ces particularités génétiques, à la forme clinique de la maladie. Et on s'est rendu compte que plus la mutation était sévère, plus elle changeait la protéine, et plus la maladie apparaissait précocement, avec une baisse rapide de la vision. A l'inverse, dans des mutations plus légères, on va dire moins importantes, qui modifient moins la protéine, la maladie apparaissait plus tard dans l'âge, voire même chez des sujets qui dépassaient la cinquantaine. Ces corrélations phénotype-génotype ont permis d'établir un continuum entre les formes de l'enfant, les formes de l'adulte et les formes plus âgées, tout inclus dans la maladie de Stargardt, qu'il s'agisse de maladie de Stargardt typique ou de ce que l'on appelle le fundus flavimaculatus. On a corrélé donc cette partie génétique à la partie imagerie, à la partie phénotype du patient. L'étape suivante, qui commence à apparaître grâce à l'identification de ce gène, ce sont les travaux de thérapie génique.